Voilà, la fécondation, ce qu'on vient de voir, c'est vraiment très facile. Donc, on nous montre tout d'abord la caractéristique anatomique des voies génitales internes féminines, avec le vagin, l'utérus et les trompes avec les ovaires de deux côtés. Maintenant, dans l'ovaire, on va voir différents follicules à différents stades de maturation. Et ici, on nous montre en détail un follicule de Graaff. Donc, vous voyez, il est tout près de la paroi de l'ovaire. Et donc, il est composé par ces cellules de la thèque à l'extérieur. À l'intérieur, ce sont des cellules de la granulosa qui sont maintenant déplacées vers l'extérieur par ce liquide antral qui forme une grosse cavité dans laquelle se trouve le cumulus oophorus qui contient cet ovocyte secondaire. Donc maintenant, il est secondaire parce qu'à la fin de la maturation du follicule, il y a la première division méiotique qui se termine, et c'est comme ça qu'il est ovulé, sous forme de follicule d'ovocyte secondaire. Maintenant, il va y avoir ovulation, donc la rupture de la paroi de l'ovaire au niveau du stigma, et l'ovocyte, avec la corona radiata, est capté fort heureusement par le pavillon de la trompe qui se trouve à côté. Et il va jusque dans une région qui est un peu plus élargie, qu'on appelle l'ampoule de la trompe. Donc voici l'ovocyte 2. Donc la deuxième division méiotique est entamée et il est arrêté en métaphase. Maintenant, les spermatozoïdes arrivent en masse. Ils remontent le long du tractus génital et ils vont de deux côtés. Ils vont s'engager dans une trompe ou dans l'autre. Et maintenant, voilà, on arrive au contact avec, donc ici on voit les différents acteurs. Au niveau de l'ovocyte, il y a ces cellules folliculaires tout autour qui forment la corona radiata. Ensuite, il y a cette coquille en gris qui est la zone pellucide, et plus bas, il y a un petit espace, appelé espace pervitellin, et ensuite la membrane cytoplasmique de l'ovocyte 2. Et comme vous le voyez ici, tout autour de la surface de l'ovocyte, il y a plein de granules sécrétoires que l'on appelle les granules corticaux, remplis de protéases. Donc, à l'arrivée au contact avec la corona radiata, la réaction acrosomale commence. Donc, ces spermatozoïdes commencent à libérer la hyaluronidase et ils arrivent à se lier à la zone pellucide par le biais de cette molécule qui est appelée 7P3, qui est le récepteur de spermatozoïdes. Donc, le largage d'enzymes continue, notamment la crocine, et ça permet la perforation de la zone pellucide. Et la tête du spermatozoïde arrive au contact avec la membrane cytoplasmique de l'ovocyte. Le schéma, il est pas très bien fait parce qu'ici, on nous montre que toute la tête avec la pièce intermédiaire passe, et ce n'est pas vrai. Donc, dans la pièce intermédiaire, il y a les mitochondries et elles restent à l'extérieur. Ce qui passe, c'est seulement le noyau avec un centriole proximal. Et ce noyau devient donc le pronoyau mâle. Ici, on va nous montrer tout de suite la réaction corticale. Voilà. Donc, la formation du pronoyau mâle et la réaction corticale se font plus ou moins en même temps. Donc, cette réaction corticale permet l'exocytose de ces granules corticaux, libération des protéases qui vont digérer les protéines 7P1, 7P2, qui vont modifier aussi 7P3. Donc, les autres spermatozoïdes ne vont pas pouvoir se lier à la zone pellucide. Et ceux qui sont en train de la digérer ne vont pas pouvoir la pénétrer. Donc, on empêche la polyspermie. Et donc, la présence du pronoyau mâle permet la continuation de la deuxième division méiotique, émission du deuxième corpuscule polaire et formation du pronoyau féminin. Voilà l'ovotide ou zygote. Donc, les deux pronoyaux vont s'engager dans une phase de synthèse d'ADN. Ils vont arriver l'un en contact de l'autre, disparition des membranes des pronoyaux et première division de l'embryon. On est dans les 24 heures et l'embryon devient un embryon au stade de cellules.
première semaine qui est assez simple en fait. Donc le clivage. Donc l'embryon vient de se former au niveau de l'ampoule, c'est le zygote, et il entame toutes les 18 heures une division. C'est la période de segmentation. Donc ça c'est l'embryon au stade de cellules, de blastomères, pendant la première journée. Les corpuscules polaires vont persister jusqu'au stade blastocyste à peu près, hein, et puis ensuite ils disparaissent. Embryon au stade 4 cellules, deuxième jour. Donc on approche maintenant de l'isthme, et on a l'embryon à 8 blastomères, c'est la protomorula, la morula précoce. Et c'est là que la compaction va commencer. La morula se compacte et arrive dans l'isthme, qui est ce rétrécissement de la trompe à la jonction avec l'utérus. Morula, et ensuite la cavitation pour former le blastocyste. Et c'est comme ça que l'embryon arrive dans la cavité utérine au 5e jour, à peu près 4e, 5e jour, avec ces différentes lignages cellulaires, et l'éclosion a lieu. Et l'embryon, maintenant, il est très adhérent, il va se coller à la paroi de l'endomètre. C'est le début de l'implantation. Ça s'arrête là, cette image, voilà. Le blastocyste avec le blastocèle, le trophoblaste et la masse cellulaire interne. Donc vous voyez, l'implantation elle se fait dans la partie supérieure, normalement, de l'utérus. L'implantation. Et après, je vous promets, je vous laisse quelques minutes de repos. Voilà, le blastocyste. On est dans la cavité utérine. Il se débarrasse de la zone pellucide, l'éclosion, et il va devenir très collant. Voilà le site d'implantation normal pour une grossesse qui va se faire normalement. Donc, au contact avec l'épithélium endométrial, vous voyez, ce trophoblaste est activé. Et il commence à y avoir une fusion active des cellules du trophoblaste. Et c'est ce qu'on nous montre ici en vert. Cette cellule fusionnée forme le syncytium, qui est très digestif, hein, protéique, protéase-like, comme on dit, et donc il commence à s'enfoncer dans la paroi endométriale. Donc ici on voit comment ces syncytiotrophoblastes s'étalent. Le cytotrophoblaste forme une sorte de coque en continu en dessous de ces syncytiotrophoblastes, et à l'intérieur on a toujours ce blastocèle, cette cavité du blastocyste, et maintenant la masse cellulaire interne qui s'est différenciée en deux populations, épiblaste dorsal et hypoblaste ventral, et qui commence à devenir ce que l'on va appeler le disque bilaminaire, c'est-à-dire à deux couches, disque bilaminaire. Et la formation du disque entraîne tout de suite, vous voyez ici, dorsalement, l'apparition d'une nouvelle cavité. Cette nouvelle cavité sera la future cavité amniotique. Le syncytiotrophoblaste commence à digérer les glandes endométriales, commence à casser les capillaires et les artérioles endométriales, et c'est ainsi qu'apparaissent ces lacunes, les premières lacunes maternelles. Ces lacunes sont très importantes, très nombreuses, de plus en plus. Et donc, à ce stade, on est au début de la deuxième semaine. Donc, l'enfoncement de l'embryon se fait très rapidement. Vous voyez qu'il y a une cicatrice qui reste à la surface de l'endomètre, à l'endroit où le blastocyste a pénétré. Et donc, à l'intérieur, on a tout de suite ce développement extrêmement rapide qui se fait du syncytiotrophoblaste avec la formation de ces lacunes. Autour, on ne le voit pas ici sur ce schéma, mais il va y avoir la réaction déciduale, les cellules endométriales qui commencent à former la coque déciduale.
Et au niveau du trophoblaste, il y a ces cellules qui restent individualisées, qui forment ce qu'on appelle le cytotrophoblaste, qui s'organisent tout autour de l'embryon et du blastocèle pour former la coque du cytotrophoblaste. Et à l'intérieur, on voit la cavité dérivée de la cavité du blastocèle, que l'on va appeler maintenant le sac vitellin. À partir de ce stade, on va commencer à parler plutôt de sac vitellin. Et au niveau de la masse cellulaire interne, on a ces deux couches cellulaires, épiblaste dorsal, hypoblaste ventral, et tout de suite, on va commencer à voir la formation du début de cette cavité nouvelle, qui est la cavité amniotique. Je crois qu'on peut arrêter maintenant ici, parce qu'ensuite, on va voir le début de la formation du mésoderme extra-embryonnaire. Donc, juste immédiatement à la fin de l'implantation, donc au début de la deuxième semaine, on a ces structures que l'on connaît déjà, donc le syncytiotrophoblaste en vert avec les cellules déciduales tout autour. Et dans ces syncytiotrophoblastes, on voit comment se forment ces lacunes, donc des glandes utérines qui sont cassées, des vaisseaux utérins qui sont aussi érodés et cassés. Donc l'ensemble forme ces lacunes dans lesquelles il y a du sang et du produit de sécrétion des glandes qui s'accumulent et qui, par diffusion, va arriver jusque dans ce disque bilaminaire, qui est l'embryon en développement. Disque bilaminaire avec épiblaste dorsal, hypoblaste ventral, cavité amniotique qui se développe. Et ici, on voit le sac vitellin secondaire, pardon, le sac vitellin primaire ou primitif qui est dérivé du blastocèle. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a des cellules qui partent de l'épiblaste pour former tout autour du cytotrophoblaste l'ébauche du mésoderme extra-embryonnaire. Donc c'est ce qu'on voit ici en orange. C'est très mal fait en fait. Mais bon, il s'est formé ici, ce mésoderme extra-embryonnaire. On voit ici les lacunes sanguines dans le syncytiotrophoblaste. Et donc, ce mésoderme extra-embryonnaire, avec ces membranes, la membrane oïcère que l'on appelle aussi membrane exocélomique, selon les sources. Et donc, on va voir maintenant comment ces mésodermes extra-embryonnaires subissent ce processus de cavitation. Donc, ces lacunes qui fusionnent les unes avec les autres pour commencer à former la cavité choriale, le cœlome extra-embryonnaire. Ici, on nous montre comment ces trois parties, ces trois éléments, syncytiotrophoblaste plus le mésoderme extra-embryonnaire, forment le chorion, qui est la partie fétale du futur placenta. Et donc, la cavité cœlomique extra-embryonnaire, cavité chorionique, qui est là. Elle se développe. Et donc, au niveau du disque embryonnaire, on nous montre les deux couches, épi-hypo et l'amnios, l'épithélium amniotique qui délimite la cavité amniotique. Donc, ce n'est pas très réussi, mais on voit la croissance. Ici, ce n'est pas tellement que l'embryon devient petit, mais que le reste des structures s'agrandit et l'embryon apparaît tout petit dans cette cavité choriale qui se développe énormément. Donc, c'est l'homme extra-embryonnaire qui devient de plus en plus important. Et ici, on ne l'a pas bien vu, mais la partie distale de ce sac vitellin primitif est isolée. C'est ce qu'on va appeler le kyste exocélomique qui va disparaître. Et donc, le sac vitellin lui-même, à proprement dit, qui reste collé à l'embryon, à l'hypoblaste. Donc, c'est le sac vitellin définitif qui est toujours dérivé de cette cavité initiale du blastocèle. Donc, le mésoderme ensuite extra-embryonnaire qui va être appelé somatique tout autour et au niveau du pédicule abdominal et au niveau de la cavité amniotique, mésoderme extra-embryonnaire somatique ou pariétal, et ensuite le mésoderme extra-embryonnaire autour du sac vitellin définitif, que l'on va appeler le mésoderme extra-embryonnaire splanchnique ou viscéral. Voilà, donc ce que l'on vient de voir. La gastrulation. Donc on est au début de la 3e semaine, les éléments que l'on connaît du disque bilaminaire. Donc l'embryon, il est dans son cœlome extra-embryonnaire. En bas, ici, vous voyez le sac vitellin définitif, entouré par cette couche de cellules du mésoderme extra-embryonnaire viscéral ou splanchnique. Et en haut, vous voyez donc la cavité amniotique dorsale par rapport à l'épiblaste
et puis hypoblaste, ici, toujours le même code couleur, épiblaste en bleu, hypoblaste en jaune. Et ici, vous voyez le pédicule abdominal, le futur cordon ombilical qui est là. Donc, la plaque procordale, membrane oropharyngée antérieure. Donc, on découpe les cavités amniotiques et du sac vitellin, et on voit ici en 3D le disque bilaminaire. Donc, la future partie crânienne ou antérieure, et ici à droite, la partie postérieure. Donc, on nous montre ici la formation de cette ligne primitive. C'est exagéré parce qu'elle est beaucoup plus petite, beaucoup plus courte, avec les membranes oropharyngées et cloacales. Donc, on fait ici une coupe transversale au niveau de la ligne primitive. Et on va voir d'abord comment ces cellules épiblastiques, en migrant, vont s'incorporer à l'hypoblaste. Et de cette façon, elles forment l'endoderme définitif. Donc, l'endoderme définitif, il est dérivé de l'épiblaste et aussi, il y a une contribution des cellules hypoblastiques qui persistent. Pour le mésoderme embryonnaire ou intra-embryonnaire, c'est la même chose, c'est ce qu'on a vu. Donc, ces cellules qui se détachent et qui vont rester entre les deux feuillets. Et maintenant, on a les disques trilaminaires à 3 couches. Alors, ce que l'on voit ici, donc on a ces deux éléments importants, nœud primitif ou de Hansen et ligne primitive, donc partie caudale de l'épiblaste. Ces dépressions se forment parce que justement les cellules épiblastiques à cet endroit-là sont en train de se détacher, sont en train de commencer la migration. On enlève l'épiblaste et ici on voit en rouge ce mésoderme intra-embryonnaire. C'est pour illustrer comment ces cellules épiblastiques, maintenant du mésoderme, occupent vraiment tout l'espace, toute la place entre ecto et endoderme, sauf à ces deux endroits, membrane oropharyngée et membrane cloacale ici en bas. Et donc, on nous montre de nouveau la partie dorsale avec l'épiblaste, et on voit déjà tout de suite qu'il y a un groupe de cellules épiblastiques qui commencent à changer. En fait, elles deviennent de plus en plus hautes, et c'est pour ça qu'on parle d'une plaque, c'est la plaque neurale. Arrêtée au moment où la notocorde se développe. Donc, nous allons revoir ces étapes. Donc, à gauche, c'est la coupe sagittale, à droite, la coupe transversale. Donc, ici, on nous met en vert le processus notocordal pour le distinguer du reste du mésoderme intra-embryonnaire qui est en rouge. Donc, il y a toujours ces codes couleurs dans ces images. En bleu, c'est l'ectoderme, en jaune, c'est l'endoderme, et en rouge ou vert, c'est le mésoderme. Et donc, vous voyez, le mésoderme extra-embryonnaire, il est rouge, puisque c'est du mésoderme, mais extra-embryonnaire. Et l'endoderme du sac vitellin, il est en jaune parce que c'est de l'endoderme, même si c'est de l'endoderme viscéral ou extra-embryonnaire. L'endoderme définitif, il est seulement ici, au niveau du plafond de ce sac vitellin. Alors ici, on voit le nœud primitif, et on voit des cellules qui migrent vers la membrane oropharyngée qui est ici à gauche. C'est le processus notocordal qui est en train de pousser. Ici, c'est la coupe que l'on voit à droite. Donc, le processus notocordal, en se développant, il s'écreuse de ce canal notocordal. Donc, c'est l'image en transversale en bas. Ensuite, il y a la disparition de ce plancher. Et donc, on voit la formation de ce canal neurantérique et de la plaque notocordale. Voilà la plaque en coupe transversale. Voilà le canal neurantérique qui communique d'une façon transitoire les cavités amniotiques et du sac vitellin. Ensuite, cette plaque notocordale se referme ventralement et la cavité qui l'englobe va disparaître et se forme la corde définitive. Donc, vous voyez ici, donc la vue dorsale de l'embryon, il n'y a pas l'épiblaste ou l'ectoderme. Donc, on voit tout le mésoderme qui s'est formé, qui s'est étalé
et qui est partout, sauf à l'endroit de la membrane oropharyngée et de la membrane cloacale. Et vous voyez la notocorde en vert qui maintenant va depuis le nœud primitif jusqu'à cette membrane oropharyngée. Et donc maintenant on a remis... voilà, ça c'est juste pour vous montrer comment, dans la partie postérieure, il y a une différenciation très particulière qui s'est faite au niveau de la paroi postérieure de l'endoderme du sac vitellin. C'est un organe qui... attendez, voilà, c'est un organe vestigial, en fait, qui n'a pas de fonction vraiment à proprement dit, à parler dans l'embryon, que l'on appelle l'allantoïde. Il est intéressant, l'allantoïde, parce que d'une part, c'est ici qui se trouvent les cellules qui vont former la lignée germinale, d'une part, qui vont ensuite migrer pour aller jusque dans les gonades en développement, et d'autre part parce que l'allantoïde, qui est une sorte d'organe excréteur vestigial, qui n'est jamais fonctionnel dans l'embryon, ne va pas disparaître complètement, va contribuer au développement de la vessie de l'urine. Mais nous verrons. La formation du tube neural. D'abord la plaque neurale, sous l'induction du processus notocordal et la notocorde. La coupe sagittale, donc, en vert, c'est le processus notocordal qui part depuis le nœud primitif. Donc, ici, nous montre une vue dorsale, l'ectoderme, et on voit en bleu plus foncé les cellules qui sont en train de devenir la plaque neurale. La notocorde, elle est en bas, le processus notocordal, pardon, est en bas, est en train de pousser vers la membrane oropharyngée, et en haut, dorsalement, ces cellules épiblastiques de l'ectoderme dorsal sont en train de devenir la plaque neurale. L'induction, elle se poursuit à mesure que l'embryon grandit en taille. Et maintenant, la formation du tube. Donc, à partir de la plaque, il y a une dépression qui se forme au milieu, c'est le sillon neural, la gouttière neurale. Et on le voit très bien en coupe transversale, c'est ce qu'on va voir maintenant. La coupe transversale de l'embryon au niveau de la plaque neurale. Donc vous voyez comment elle s'incourbe pour former la gouttière neurale. Et donc en bas ici, en vert, il y a la notocorde. Et de part et d'autre, entre ecto et endoderme, on voit le mésoderme intra-embryonnaire qui s'est organisé en ces trois structures bilatérales. C'est mésoderme paraxial ici et là, mésoderme intermédiaire ici et là, et mésoderme latéral à gauche et à droite, en continuité avec le mésoderme extra-embryonnaire, viscéral et somatique. Et nous allons voir tout de suite comment il se forme des espaces dans le mésoderme latéral qui vont être en communication avec les espaces aussi extra-embryonnaires. Mais d'abord, maintenant, on va continuer avec la formation du tube neural. Donc, on est ici au niveau de la plaque neurale. Vous voyez la gouttière neurale et les extrémités, le rebord de la gouttière qui font protrusion, qui font saillie, c'est ce qu'on appelle les crêtes neurales, parce que justement, elles forment ces deux petites crêtes de deux côtés de la gouttière neurale. La morphogénèse continue, le sillon s'enfonce et il y a fusion dorsale. Donc vous voyez qu'il y a formation du tube neural et il y a eu une population de cellules, donc je reviens un peu en arrière, vous voyez au moment de la fusion, il y a quelques cellules des crêtes qui ne s'incorporent pas, qui ne restent pas au niveau de l'ectoderme et qui ne forment pas non plus partie du tube neural non plus et qui vont donc se détacher. Ce sont des cellules que l'on appelle ensuite les cellules des crêtes neurales proprement parlées. Et ces cellules des crêtes neurales qui vont migrer partout pour faire tous les organes que l'on a mentionnés tout à l'heure. Donc vous voyez ici donc, les somites, à gauche à droite, le mésoderme intermédiaire qu'on ne distingue pas vraiment parce que ce sont des structures qui ne sont pas visibles à ce stade. Et ensuite le mésoderme latéral, qui, vous le voyez ici, c'est déjà donné une cavité, il s'est creusé une cavité qui est le cellome intra-embryonnaire, que nous allons voir ensuite. Donc on va voir en vue dorsale la formation de ce tube neural.
Donc la gouttière neurale, ça c'est la plaque neurale. Et vous voyez au milieu, à l'endroit qui se trouve juste en arrière de la région céphalique, les deux crêtes neurales commencent à fusionner pour former le tube. Et à cet endroit-là, dans le mésoderme paraxial, commencent à se différencier les premières paires de somites qui vont dans ce sens antéro-postérieur. Donc les nouvelles somites s'ajoutent en arrière pour permettre la croissance en longueur de l'embryon. Et le tube neural se forme et il reste ouvert en avant et en arrière. Et la fermeture, elle va se poursuivre dans ces deux sens, antéro-postérieur, donc dans le sens céphalique et dans le sens caudal. C'est ce que l'on voit ici. Donc de nouveaux somites sont apparus, donc l'embryon s'allonge, vous le voyez qu'il devient de plus en plus allongé parce qu'il y a des nouvelles paires de somites qui sont en train d'apparaître dans la partie caudale. Et donc vous voyez le tube, il est fermé au milieu et il reste ouvert ici dans la région céphalique et ici dans la région qui est juste avant la membrane cloacale, dans la partie postérieure. On est à la fin, donc au 23e jour, hein, vous voyez à peu près, au stade 11 somite. Ce sont les neuropores intérieurs et neuropores postérieurs qui vont se fermer à la fin du premier mois. Là, on va s'arrêter. Donc, le cellome intra-embryonnaire se forme au niveau du mésoderme latéral. Vue dorsale de l'embryon, on a l'ectoderme avec la plaque neurale qui est très apparente, et on fait une coupe transversale. Donc maintenant, on va s'intéresser au mésoderme latéral qui est ici et là. Et donc, vous voyez tout de suite, dans ce mésoderme latéral, il y a des lacunes qui commencent à apparaître et qui vont fusionner les unes avec les autres. C'est le futur cellome intra-embryonnaire. Ces espaces fusionnent les uns avec les autres. Tout se passe de façon concomitante. Hein. Pendant que le tube neural se forme, ces lacunes se forment ici aussi, les crêtes neurales qui apparaissent. Et voilà donc les différents éléments anatomiques que l'on mentionnait. Donc vous voyez ici ce cellome intra-embryonnaire qui s'est formé et il va être en continuité avec le cellome extra-embryonnaire qui est là. Et donc vous voyez la partie viscérale ou ventrale, c'est la future Splanknopleur. Donc avec l'endoderme, ça va former la paroi du tube digestif et dorsalement, c'est ce mésoderme somatique, latéral somatique, qui est en continuité avec le mésoderme extra-embryonnaire somatique, qui, avec l'ectoderme de surface, va former la somatopleure, la paroi du corps. Alors maintenant, on voit en vue dorsale, par transparence à travers l'ectoderme, on voit les différentes lacunes qui se forment, hein, un peu partout, dans tout le mésoderme latéral, donc qui va tout autour de cet endroit. Donc ces lacunes qui sont là, qui fusionnent les unes avec les autres, et même au niveau de l'air cardiogène. Donc ici, rappelez-vous, il y a ces cellules mésodermiques du mésoderme latéral qui vont former le tube cardiaque, l'air cardiogène. Par transparence, on voit ces lacunes de plus en plus importantes, de plus en plus grandes, qui fusionnent et qui forment une cavité unique en forme de U, en U inversé, le fer à cheval. Et donc vous voyez comment cette fléchette illustrait la communication avec le cellome extra-embryonnaire qui est tout autour, ici en noir, donc qui se continue avec la cavité nouvellement formée du cellome intra-embryonnaire. Et donc, on nous montre ici les régions, le devenir de ces différentes parties de ce cellome intra-embryonnaire. Donc la partie la plus antérieure, dans l'aire cardiogène, le cellome intra-embryonnaire va former la cavité péricardique. Dans la partie intermédiaire, en communication entre la région céphalique et la région postérieure, il va y avoir la région que l'on appelle le canal péricardio-péritonéal qui va être l'endroit où vont commencer à se développer les poumons à partir de l'endoderme et donc qui va être à l'origine de la cavité pleurale. Et plus en arrière, c'est la future cavité péritonéale, la future cavité abdominale qui va se différencier, donc dans cette structure qui est le fer à cheval, le cellome intra-embryonnaire.
Donc on voit à un stade plus avancé donc, le tube neural fermé, les sommites qui sont déjà en place, et on voit très bien comment il y a cette communication qui persiste pendant plusieurs jours entre les deux cavités coelomiques extra-embryonnaires et intra-embryonnaires que vous voyez ici. Donc ces fléchettes jaunes illustrent ces brassages de fluides. Maintenant, on voit un coupe transversale, en fait, en 3D, en beige, c'est le cœlome intra-embryonnaire. Donc ça, la fléchette ici illustre la communication entre le cœlome extra-embryonnaire et le cœlome intra-embryonnaire. Et donc nous allons voir comment ces cœlomes intra-embryonnaires se forment en vue transversale. Donc il y a la cavité amniotique en haut, la cavité du sac vitellin en bas, et au milieu le disque trilaminaire, ecto, méso et endoderme, avec la notochorde en vert. Donc en vue transversale, on va voir ces plicatures latérales, en même temps que se forme le tube neural. C'est quelque chose que nous allons voir lundi prochain. Donc, ça, c'est le cœlome en forme de fer à cheval. Hein. Donc, on est au milieu de l'embryon et c'est l'endroit où il y a le passage entre le cœlome intra-embryonnaire qui est en train de se former et le cœlome extra-embryonnaire. Donc, lorsque les deux côtés latéraux de l'embryon vont se rejoindre ventralement et fusionner, on va avoir la formation du cylindre. Et donc, vous voyez ici le passage entre le cœlome intra-embryonnaire, qui ici et là, de deux côtés du tube digestif en formation, et donc la cavité choriale, le cœlome extra-embryonnaire, qui est en contact à ce niveau-là avec celle du cœlome intra-embryonnaire. Donc, finalement, l'embryon va fusionner ventralement, et donc ce cœlome intra-embryonnaire va rester isolé complètement au milieu. Et ici, par exemple, au niveau du tube digestif postérieur, ce cœlome va devenir la cavité péritonéale. Donc, juste pour vous montrer anatomiquement où ces différentes parties vont se retrouver. Donc, ici, c'est la vue latérale en 3 dimensions. On voit la partie postérieure qui est la future cavité péritonéale. On voit le passage au niveau du cœur vers l'endroit où vont se développer les poumons, c'est ce qu'on appelle le canal péricardio-péritonéal, future cavité pleurale, et dans la partie la plus antérieure, entourant le cœur en développement, que l'on voit ici en rouge, il y a cette partie la plus antérieure du cœlome intra-embryonnaire qui va former la future cavité péricardique. Nous verrons tout ça plus en détail au moment du développement du système circulatoire. Voilà les différentes cavités péricardiques, péritonéales et pleurales. Des repliements de l'embryon. Tout d'abord, on va voir ça dans un plan transversal. Donc ici, c'est l'image de l'embryon en coupe sagittale. Donc, vous distinguez toujours les mêmes éléments. Hein. À gauche, c'est la partie céphalique. À droite, c'est la partie caudale, avec le pédicule abdominal. Mésoderme en rouge, ectoderme en bleu et endoderme en jaune. Donc au milieu, c'est le disque trilaminaire. On fait une coupe transversale au milieu du corps de l'embryon. Et on voit toujours en haut cavité amniotique, en bas le sac vitellin, dans notre corps en vert. On voit ici la formation de la gouttière neurale au niveau de l'ectoderme. Ici, on voit la formation du mésoderme intra-embryonnaire avec les sommites du mésoderme paraxial, mésoderme intermédiaire, mésoderme latéral. Et ici, on voit les deux aortes dorsales. Donc, avec l'applicature, on voit comment ce cœlome intra-embryonnaire dans le mésoderme latéral va être fermé. Et vous voyez donc la partie supérieure de ce sac vitellin, en fait, c'est l'endoderme définitif et c'est là que le tube digestif va se former. Vous voyez, à ce stade, il y a encore, au milieu du corps de l'embryon, une communication entre le cœlome intra-embryonnaire et le cœlome extra-embryonnaire de la cavité choriale. Les deux côtés latéraux sont rejoints ventralement à la fin. Donc on fait la même chose ici, mais au niveau antérieur, un peu plus en avant.
coupe transversale. Et là, on voit très bien les plicatures latérales. Comment les deux côtés, gauche et droit, sont amenés en position ventrale face à face pour fusionner. Voilà, une fois fermé, le cylindre il est complètement formé. Donc on voit que l'embryon il est entièrement entouré par le liquide amniotique dans sa cavité amniotique. Côté dorsal ici, on distingue le tube neural, les somites en différenciation avec la formation des sclérotomes, etc., que nous allons voir tout de suite. Et donc à l'intérieur, ici, on voit la cavité célomique qui englobe entièrement ici le tube digestif embryonnaire relié par ce mésentère dorsal ici dans la partie antérieure du corps. Il est relié seulement par le mésentère dorsal, car il va y avoir ensuite la formation du cœur, que l'on ne voit pas sur le schéma ici, et donc dans la partie antérieure, il n'y aura pas de mésentère ventral. Ça, c'est seulement dans la cavité péritonéale qu'on va les voir. Maintenant, on va voir les plicatures sur l'axe longitudinal, donc plicature longitudinale, céphalique et caudale. Donc ici, on voit tout l'embryon dans son sac chorial. On attend le nom des choses. Donc, tout ça, c'est le cellome extra-embryonnaire, le sac chorial. Donc, en périphérie, c'est le chorion, c'est-à-dire le mésoderme extra-embryonnaire avec les villosités choriales qui sont en train de former le placenta. En rouge, c'est le mésoderme extra-embryonnaire somatique autour de la cavité amniotique splanchnique, autour de la cavité du sac vitellin. Donc, côté postérieur à droite, côté antérieur à gauche, on voit ici l'ébauche du tube cardiaque du cœur avec son mésoderme particulier, le septum transverse. Donc avec ces plicatures, on va voir comment ces structures se déplacent. C'est assez visuel, assez facile à suivre comme ça. Donc vous voyez très bien ici comment maintenant le cœur il est ventral par rapport au tube digestif antérieur. Et comment aussi la membrane cloacale et l'alantoïde sont aussi en position ventrale par rapport au tube digestif. Et vous voyez comment, avec ce rapprochement des deux extrémités antérieures et postérieures, au milieu est en train de se former le cordon ombilical définitif, avec tous ces éléments anatomiques qui se trouvent attrapés dans ce processus. On va voir juste les étapes initiales de la formation du cœur, que nous verrons plus en détail après Noël, bien entendu, un cours consacré au développement du cœur qui est très compliqué. Vue dorsale de l'embryon, on voit l'épiblaste, et par transparence, on voit ces tubes endocardiques qui se forment dans cette aire cardiogène à l'intérieur. Ici, c'est la membrane oropharyngée. Donc on voit ça par transparence à travers l'épiblaste dorsal qui est évidemment devant nous. Et ici, on nous montre très bien aussi la plaque neurale qui est en train de se différencier sous l'effet de la notocorde. D'abord, une coupe longitudinale. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec la plicature céphalique, le tube cardiaque qui sont amenés en arrière et ventral par rapport au tube digestif antérieur. Et donc, vous voyez ici, étroitement associé toujours au tube cardiaque, il y a ces cellums intra-embryonnaires qui forment la cavité péricardique. Vous voyez la membrane oropharyngée maintenant, elle est en avant par rapport à ce tube cardiaque. Et le mésenchyme, le mésoderme intra-embryonnaire qui était à ce niveau-là ici, le septum transverse, maintenant il est aussi amené en position en arrière. Donc vous voyez, le septum transverse maintenant, il est en cette position au niveau du passage entre le canal vitellin et les tubes digestifs antérieurs. Et c'est à ce niveau-là que le diaphragme va se différencier par la suite. Maintenant, on coupe transversale pour bien voir ça. Donc, on a ces éléments. Donc, la gouttière neurale, dorsalement et ventralement, c'est le repli de l'endoderme qui va former le tube digestif antérieur. Et en bas, c'est le sac vitellin qui va rester de plus en plus
isolés, éloignés. Donc on voit ici, de part et d'autre, les deux tubes cardiaques, gauche et droite, et associé à eux, il y a cette cavité célomique embryonnaire, future cavité péricardique. Duplicature latérale, se continue. Vous voyez à ce stade, donc les deux côtés de cette cavité célomique ont fusionné. Maintenant, c'est la cavité péricardique qui est en place. Ça, c'est le tube digestif antérieur qui est dorsal par rapport aux deux tubes cardiaques qui sont ventraux maintenant et qui sont amenés côte à côte et qui fusionnent pour former le cœur unique. Voilà. Et voilà, maintenant, si vous voulez, ce qu'on va voir au début de la deuxième partie, c'est comment ce tube cardiaque qui vient de se former va acquérir une torsion, va suivre un mouvement morphogénétique et il va se tordre vers la droite dans le processus de maturation. Et en faisant cette torsion, on va avoir la première asymétrie corporelle, donc à l'intérieur de l'embryon, et ça va être aussi l'occasion pour moi de vous montrer quelques particularités du développement de l'embryon dans ce qu'on va appeler le situs inversus. Et nous allons voir ça tout de suite. Alors, on a dit qu'avec la formation du tube cardiaque unique, il va y avoir la première asymétrie corporelle qui se met en place. Alors, ce que je vous montre ici maintenant, c'est comment, une fois formé ce tube cardiaque unique, simple, il va subir une torsion qui va être la première asymétrie corporelle. Donc ça, c'est une image ventrale de face. On a l'embryon, on a ouvert la cavité péricardique, donc on la voit ici. Ça, c'est la cavité du sac vitellin, donc au niveau du milieu du corps de l'embryon, où le sac vitellin il est toujours en contact avec les tubes digestifs moyens qui est en train de se former ici. Donc ici, dorsalement, il y a les tubes digestifs antérieurs, ou intestin primitif antérieur. Et donc vous voyez ici les deux replis le futur encéphale en train de se former, donc la partie de la tête. Et le départ ici des artères aortiques, le premier aortique pour former les aortes dorsales plus tard. Donc ce que l'on voit maintenant, c'est juste, on va s'intéresser au tube cardiaque qui vient de se former. Donc ça, c'est la partie antérieure où l'on va avoir la formation de la future aorte et l'artère pulmonaire. Ici, c'est la partie postérieure où on a les veines cardinales qui arrivent dans le cœur avec la formation de la future oreillette et du futur ventricule. Donc, ce qui va se passer une fois formé, c'est que ce tube, il va tout de suite commencer à différencier ces structures, oreillette et ventricule, et ce faisant, il va s'incurver vers la droite. Donc, très rapidement, ce que l'on voit, donc, on est en face de l'embryon, donc ça c'est le côté droit, et à droite, ici, c'est le côté gauche. Donc vous voyez, le tube cardiaque, très rapidement, commence à se tordre vers la droite. Ça, c'est le futur ventricule en développement, et en bas, il y a la future oreillette qui remonte et qui va se mettre en position dorsale par rapport au ventricule qui est tout ça. Donc, je voulais juste vous montrer cette torsion, vous voyez. On a ici donc le tube cardiaque qui vient de se former et qui tout de suite s'est incurvé vers la droite. C'est cette torsion vers la droite qui est très apparente si on observe un embryon. Donc c'est le ventricule en formation et derrière il y a l'oreillette qui est en train de commencer à apparaître.